à toutes et à tous. Nous avons le président du parti SADI, honorable Dr Omar Mariko, pour parler de la situation actuelle du Mali. Bonjour, honorable. Bonjour. Nous avons quelques questions pour vous sur la situation actuelle du Mali. Merci de me donner cette occasion. Alors donc, j'attends vos questions. Est-il exact que l'appareil d'État malien se décompose? Si c'est vrai, une alternative patriotique, populaire et progressiste est-elle en gestation? Oui, il est évident que l'appareil d'État du Mali se désagrège progressivement. Se désagrège progressivement et conformément évidemment au plan de destruction de l'État-nation qui a été entreprise par les régimes et les puissances extérieures du centre du capital. Cette désagrégation a été rendue possible grâce aux régimes successifs qui ont été portés évidemment par les mêmes puissances qui ont d'abord ouvert le pays au Fonds monétaire international avec sa politique de liquidation de l'économie réelle et sur un fonds de forte irrigation monétaire du pays avec la liquidation de ce qui est secteur public et secteur porteur pour services sociaux de base. Il y a ce phénomène et ensuite il y a la constitution sur cette base-là d'une bourgeoisie rentière d'État et spéculatrice et qui sert juste de comptoir aux multinationales européennes. Alors donc l'État est dans une situation de faiblesse, se désagrège progressivement parce que aussi les populations n'adhèrent plus à cet État. Et ce qui est encore très grave, c'est qu'il y a une démarche de liquidation même du patriotisme qui fait que l'État en place se désagrège. Alors, donc, cette désagrégation de l'État national laisse en place, a été, disons, a été rapide, avec, disons, a mis à l'ordre du jour aujourd'hui le Mali, parce que nous avons des guerres qui se font. Nous avons des armées classiques, l'armée classique nationale, qui est en réalité l'armée de cette bourgeoisie-là. Et je sors cet élément parce que, à cause de sa mentalité, à cause de sa culture, elle est pilotée par une camarade d'officiers supérieurs, complètement en déphasage avec les hommes de rang, les hommes de troupes qui sont en fait les enfants des ouvriers, des paysans, des éleveurs, des artisans, etc., qui n'accèdent jamais ou difficilement, qui accèdent difficilement les grades supérieurs. Pour certains qui arrivent à accéder aux grades supérieurs, il faut qu'ils fassent des efforts énormes pour avoir des responsabilités. Et donc cette armée aussi est soumise. Elle est soumise par la volonté de cette aristocratie militaire. D'une part, elle est soumise par le fait qu'elle doit servir par la mentalité de la bourgeoisie en place. Et c'est cette armée-là que nous avons. Et en face de cette armée, pour ce qui reste de l'État, en face de cette armée, vous avez la rébellion classique, qui aujourd'hui au Mali est constituée de la CEMA, qu'on appelle la coordination des mouvements de l'Azawad, qui fait face à une plateforme civilo-milice qui existe. Et il y a aussi dans les différents centres du pays, les différentes régions du pays de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, une partie de la région de Ségou et une partie de la région de Koulikoro. Toutes ces régions-là, ce qui fait pratiquement 6 régions sur les 8 régions classiques du Mali, qui sont pratiquement, qui échappent entièrement ou partiellement au contrôle de l'État qui existe. Alors maintenant, la question qui est posée, beaucoup de gens se posent la question en disant, ben, écoutez,
ou évoquent des inquiétudes plutôt, en disant, mais si aujourd'hui la France s'en va de la République du Mali, si Barkhane s'en va de la République du Mali, si la MINUSMA s'en va de la République du Mali, si ces différentes forces militaires quittent la République du Mali, est-ce que le Mali ne va pas s'effondrer? Mais pour poser une telle question, avant de poser une telle question, il faut se poser la question de savoir la nature des armées qui sont en place au Mali. Il faut poser la question de savoir le type d'armée en place et pour quelle mission. Quelles sont les missions de la MINUSMA? Quelles sont les missions de Barkhane, au-delà de ce qui est dit officiellement? Alors donc, dès qu'on se pose cette question-là, on comprend aisément que la mission de ces différentes forces-là n'est pas d'établir la paix et la quiétude au profit des populations maliennes. Ça, c'est quand même très très clair. Donc, parce que sont en train d'être liquidés aujourd'hui partout au Mali, les paysans qui ont été obligés de créer des milices. Et en créant des milices, ces paysans ne travaillant plus parce qu'ils sont soumis à une guerre de guérilla. Alors donc finalement, ces paysans, cette force militaire qui a besoin de se nourrir, aussi devient une force répressive contre les travailleurs. Mais en même temps, les gens ne peuvent plus cultiver. Donc le paysanat est en train d'être liquidé sous le nez et la barbe et de l'armée régulière, et de l'armée de la MINUSMA, et de l'armée de Barkhane. Qui, pour la Barkhane et la MINUSMA, est une force d'interposition. Entre qui et qui? Entre la rébellion classique, la SEMA, et l'armée régulière. Donc tout ce qui se passe autour de Barkhane, disons de la MINUSMA, pratiquement ne rentre pas dans leur champ opératoire. Mais même si la MINUSMA a une mission, s'est donné une mission de pouvoir désarmer les milices et de les mettre ensemble avec, leur programme de DDR, de désarmement, etc., etc. Bon, on a vu une première phase qui est passée, et dans laquelle phase ils ont parlé de MOC, je crois, ils appellent ça MOC. Dans ce MOC-là, aucune force combattante réellement n'a envoyé ses troupes et aucune force combattante réellement ne s'est désarmée. Alors donc, et quant à Barkhane, qui est venu pour aider le Mali, pour le débarrasser de l'armée, disons, du terrorisme, du banditisme et de restaurer l'État, cette Barkhane-là, également, se transforme complètement comme une force, disons, très ambiguë sur le terrain, très très ambiguë. L'ambiguïté réside du fait que, malgré qu'elle a des moyens sophistiqués très importants, l'armée se fait régulièrement attaquer et les populations se font régulièrement assassiner sans l'intervention de Barkhane. Puis que ça, quand Barkhane intervient, c'est elle qui définit le champ de son intervention, c'est elle qui définit sur le terrain qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. Et très souvent, déjà dans le nord du Mali, dans toutes ces régions-là, beaucoup de gens sont pointés du doigt comme étant des djihadistes ou des terroristes, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est plutôt des gens qui sont contre, qui s'élèvent contre la politique française dans ces régions-là, parce que les gens les rendent compte, et l'armée, en même temps, rend complice Barkhane du signalement de leur position aux différents groupes rebelles, différents groupes armés qu'on appelle les terroristes. Alors donc, dans un contexte comme ça, et quand on totalise et qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune politique de dialogue derrière, toutes les politiques de dialogue sont des politiques de façade, à telle enseigne que les populations dans toutes ces régions-là sont fatiguées du dialogue. En tout cas, précisément, les populations des régions de Ségou et de Mopti ne comprennent même plus le sens du dialogue, parce que la plupart du temps, le dialogue se fait sans les victimes, le dialogue se fait sans également ceux qui ont pris les armes. Le dialogue devient un moyen de dépenses dans des activités de rassemblement des populations, et les populations y viennent aussi pour pouvoir bénéficier du minimum à manger, du minimum à prendre, parce qu'il n'y a plus d'activité économique qui marche réellement dans différentes zones là.
Donc quand on met tous ensemble et qu'on voit même la manière dont l'opération Serval est venue et qu'elle s'est transformée en opération Barkhane, on peut dire que l'intervention de Serval, l'intervention de Serval a stoppé au Mali deux choses. Il y avait un processus endogène de dialogue. Parce que pendant ce qu'ils ont appelé la période de l'occupation, les cars ont continué de quitter Kidal jusqu'à Bamako. C'est une réalité. Et les gens avaient des difficultés à rentrer à Bamako, mais n'avaient pas de difficultés en sortant de Bamako pour aller juste dans la région de Kidal. Ça, c'est une vérité cachée à tout le monde entier. Jusqu'à ce que les Maliens même ne se posent même pas de questions de savoir est-ce que cela a effectivement existé en République du Mali pendant la période de l'occupation. Et pendant cette période de l'occupation, les Maliens avaient commencé un dialogue, avaient commencé à se parler de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les outils internes de gestion des conflits avaient été utilisés à fond la caisse. Il y a eu des chefs religieux, il y a eu des organisations communautaires, il y a eu aussi des forces politiques comme nous, comme le Parti Sadi, qui avaient commencé à discuter et qui étaient aussi à la recherche d'un dialogue national pour donner des réponses qu'il faut à toute la situation. Mais l'intervention française a stoppé ce dialogue-là. Et l'intervention française a eu le mérite de défendre les intérêts français en arrêtant le dialogue intramalien, parce que ce dialogue intramalien à cette époque-là, et même aujourd'hui, met en cause ceux qui sont au pouvoir et qui sont les gens portés par la France et qui sont gangrénés par la corruption. Et cette même France-là les a vus portés par la corruption, les a portés par la corruption. C'est que c'est des gens qui sont corrompus, le savent très bien. On se pose même la question de savoir, est-ce qu'ils ne sont même pas en train de blanchir de l'argent pour les autorités françaises? On se pose même cette question-là, tellement leur corruption est à ciel ouvert et que les Français ne disent absolument rien, alors que c'est en quelque part l'argent du contribuable français qui est utilisé, du contribuable européen qui est utilisé par ces autorités-là. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à se poser des questions. Donc l'intervention française a permis de faire monter à la surface cette classe politique qui avait été liquidée du pouvoir en 2012 et dont les masses populaires ne voulaient plus voir à la direction du pays. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'intervention française a permis à ce que un mouvement politique qui portait les revendications politiques françaises de morcellement du Mali, et en commençant par le nord du Mali, alors donc le MNLA avait été battu, était en dehors du territoire national. C'est l'intervention française qui l'a remis en selle, et c'est les Français qui se sont servis du MNLA comme boussole dans toutes les régions du nord et qui ont fini par réarmer ou tolérer le réarmement de MNLA. Donc le MNLA, le HUA, toutes ces forces-là se sont surarmées au moment même où les Français, où la MINUSMA parle de désarmement. Au moment même où les Français, la MINUSMA, savent bien que les éléments donnés et par la CEMA pour être cantonnés ne sont pas les combattants ni du HUA, ni du MNLA. Et les véritables combattants n'ont pas été cantonnés. Et donc on a renvoyé dans l'armée malienne aujourd'hui des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le combat, mais des jeunes qui étaient à la recherche d'emploi, qui trouvent aujourd'hui que l'occasion est bonne, comme ça ne se passe dans tous les pays, aujourd'hui. L'occasion est bonne de venir s'inscrire dans l'armée. Donc c'est une autre source de conflit que les Français sont en train de créer. Ils sont en train de créer des poches de conflit un peu partout pour qu'après moi ce soit le déluge. Et c'est ce qu'ils commencent à dire aux gens, à préparer les gens pour dire le déluge. Mais ils ont déjà préparé le déluge. Ça c'est un élément, un aspect important. Donc ils ont réarmé le MNLA. Ils ont remis en place les vieux politiciens et sur la base de la fraude. La preuve c'est que Macron lui-même a reconnu le résultat des élections présidentielles au Mali, avant même la proclamation de la Cour constitutionnelle. Macron a fait ça. Ce qui prouve où se situait la position de Macron. Et lorsqu'il y a eu beaucoup de protestations, ce sont les mêmes autorités françaises qui disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent.
Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir organiser de nouvelles élections. Donc autant se contenter de cette fraude électorale-là. Exactement comme la pseudo-CEDEAO, qui s'est dit au service des populations, qui a avalisé ces élections-là. On voit encore Yahi Bouni Plastorné ici au Mali en train de jouer aux démocrates alors qu'il n'est absolument rien d'autre qu'un agent patenté de l'impérialisme français. Donc c'est comme ça. Donc la France a cassé la dynamique des dialogues au Mali en liquidant les forces nationalistes patriotiques, patriotiques au Mali. Il les a liquidées au profit des forces portées pour les intérêts français. Donc à partir de cet instant-là, on peut être amené à se poser beaucoup de questions. Mais ce ne sera pas le déluge. Ce ne sera pas le déluge. Et ce ne sera pas le déluge parce qu'aujourd'hui, ça c'est la réponse à votre question en partie, parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience progressive qui est en train de se faire. Le parti Sadi a joué un rôle prépondérant dans cette prise de conscience. Il y a une cristallisation aujourd'hui autour du parti Sadi à cause de la justesse de la ligne à s'être opposé en 2012 à l'intervention française. Être le seul parti politique réellement qui comptait et qui est à l'Assemblée nationale, qui se soit opposé à l'intervention française, c'était le parti Sadi, qui a cristallisé donc toutes les attentions aujourd'hui, parce que les gens pensent que, de par la justesse de la ligne, il est resté constant. Et ce parti est allé jusqu'à refuser le vote de la loi de programmation militaire qui cachait l'accord de défense qui permet à la France de plastronner au Mali comme elle entend. Alors donc, ce point de vue-là, le parti Sadi était à l'initiative hier. Aujourd'hui encore, le parti Sadi est en train de mettre en place, de vouloir fédérer toutes les énergies, toutes les forces qui ont pris conscience aujourd'hui et qui se battent sur le double plan contre la corruption, contre le détournement des deniers publics, qui n'est que la conséquence de la politique libérale qui se trouve au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est bas contre le pouvoir local, mais c'est bas aussi contre le pouvoir le pouvoir français. Parce que notre pouvoir est devenu un pouvoir local, local par rapport aux autorités françaises. Donc le Sadi est en train de faire converger les énergies, ce qui a abouti à la création, au lancement, parce que ce n'est pas encore créé, c'est un lancement et on est en train de fédérer les énergies, au lancement d'un mouvement démocratique et populaire pour rompre avec la démocratie telle qu'on nous l'a dit, d'une part, d'autre part, préparer les masses aux conséquences, à faire partir la France, à faire fléchir le régime qu'il soutient ou à le faire partir démocratiquement et à éviter que notre pays ne tombe dans l'hécatombe dès lors que les Français disent on va aller, dès lors que l'administration même dit on plie bagage. Mais pour le parti Sadi, et Barkhane doit partir du Mali. Barkhane ne sert absolument à rien du tout au Mali. Ça c'est très clair. Barkhane ne sert à rien. C'est une force nocive au Mali contre les intérêts de l'unité nationale. Barkhane doit sortir du dispositif, le minimum, du dispositif sécuritaire et militaire de l'armée malienne. Barkhane doit sortir du commandement de l'armée malienne, parce qu'il est dans le commandement de l'armée malienne. Et la France doit sortir, dès que Barkhane doit sortir de ce pays, la France doit sortir aussi du contrôle de l'aménagement. Parce que les intentions françaises sont bien connues, elles sont malveillantes, elles sont néocolonisatrices. Donc de ce point de vue, d'ici on dit à Barkhane de partir, il faut revoir la position de l'aménagement. Il faut sortir de l'aménagement le rôle dirigeant de la France. Et dès qu'on sort de l'aménagement le rôle dirigeant de la France, l'aménagement va être rééquilibré. Et à partir de cet instant-là, si les autorités suivent cette démarche-là, le départ de Barkhane et le réaménagement au sein de l'aménagement pour la faire échapper au contrôle français, il n'y a aucun problème. Le régime pourrait travailler pendant un temps avec le parti Sadi. À ce moment-là, l'aménagement rééquilibré, les forces militaires réorganisées, le dialogue politique réel
faite, lancée, qui va être qui va être entièrement inclusif et qui va jusqu'à inclure ceux qui sont taxés de djihadistes, de terroristes aujourd'hui. Ces dialogues-là pourraient même éviter en fait que les gens arrivent à s'entretuer. Parce que l'une des conditions premières du lancement d'un tel dialogue, c'est que les armes se taisent. Que les armes se taisent, et cela est possible si la porte du dialogue est ouverte à tous les protagonistes, à tous ceux qui ont pris les armes, et aux forces politiques et pacifiques qui se battent d'un point de vue démocratique comme le parti Sadi, et qui prônent la démocratie et qui n'excluent pas surtout les classes et les couches populaires de notre pays. Alors donc, de ce point de vue-là, le parti Sadi est en train de travailler pour donner la réponse. On a commencé ce travail depuis un certain temps pour donner la réponse aux autorités françaises que les Maliens sont matures et qu'ils peuvent s'assumer. Et que c'est parce que la France refuse de laisser notre main que nous sommes dans cette situation extrêmement pénible aujourd'hui. Voilà. S'il vous plaît. Voilà, merci. Mon dernier mot, c'est de dire d'abord que l'intervention française, il faut que les Français le comprennent une fois pour toutes, que l'intervention française au Mali en 2012 n'était pas pour sauver le Mali du djihadisme, du terrorisme, et ce n'était même pas pour sauver la France du djihadisme et du terrorisme. Ce n'est même pas à présent pour sauver la France de cela. Parce que l'intervention française obéit à une seule stratégie de la France. La même mise sur les ressources naturelles maliennes. Déjà, la France a en main, avec Total, avec même les passeports maliens, la téléphonie mobile et fixe. La France a les services publics que le Mali a bradés, le transport aéroportuaire. La France a tout, le transport aérien, c'est la France qui détient tout ça en République du Mali. Mais cela ne lui paraît pas suffisant pour gérer leurs écarts de gestion. Cela n'est pas suffisant. La France a envie aujourd'hui de mettre la main sur le sous-sol malien, sur l'eau douce qui circule dans la région de Kidal. Ils ont besoin de mettre la main sur l'eau qui est sous le sol de Kidal. Ils ont besoin de mettre la main sur l'uranium qui se trouve à Faléa, dans la région de Kaï. Ils ont envie de mettre la main sur la bauxite qui se trouve dans la région de Bouni. Ils ont envie de mettre la main sur le sous-sol malien. Et la troisième chose que la France veut faire, c'est de pouvoir avoir la base militaire de Tessalit qui lui permet, dans le cadre de la préparation de leur prochaine guerre qui risque de se faire en Afrique, de damer le pion à d'autres puissances. Donc il faut que les Français sachent que leur pays est un pays dirigé par des prédateurs qui sont en train de liquider un peuple qui ne sont pas en train de sauver un peuple, loin s'en faut. Parce que les autorités françaises sont hostiles à toute forme de liberté individuelle à exprimer, de liberté d'opinion. La preuve, c'est que Macron a dit clairement, les Français peuvent le lire, il a dit clairement que aux autorités maliennes, nigériennes, etc., mais parlons pour les autorités maliennes, aux autorités maliennes d'arrêter leur double jeu. Parce que la France sait que les autorités maliennes, parfois, sentent trop leur poids sur leurs épaules, sur ses épaules. Et de ce point de vue, la France sait que les autorités maliennes organisent des mouvements de contestation de la politique française. Mais c'est des mouvements qui ne vont pas loin. Et c'est pour damer sur le terrain les véritables mouvements qui se battent contre la présence de l'impérial français. Alors donc ça devient, à un moment donné, c'était tolérable, mais aujourd'hui c'est arrivé à un moment où finalement les Français ont envie que les autorités maliennes arrêtent ce jeu. D'une part, mais les Français veulent que les autorités maliennes nous fassent taire. C'est-à-dire que nous qui sommes contre leur politique étrangère ici, les propos de Macron sont dirigés contre nous. Nous principalement, parce que les mouvements suscités par le régime en place contre la France n'est que de façade. Ça, c'est une querelle de coépouse. Mais ceux qui peuvent leur poser véritablement problème, alors la France veut faire pousser le régime contre déjà nous. Parce que déjà, en 2012, la France a voulu intervenir.
nous sommes sortis partout pour empêcher Hollande à réaliser sa basse besogne. Et Hollande est passé par l'attaque de Kona en se servant justement des terroristes comme Yada Gali pour pouvoir tordre la main à M. Diongoula Traoré, le président de transition à l'époque, pour qu'il signe un accord, une lettre qui puisse permettre à la France de descendre sur le Mali et de venir s'installer et de passer de l'opération Serval à l'opération Barkhane, de faire voter une loi, l'accord de défense en République du Mali. Ça, c'est la France. Ça. Alors donc, que cela soit clair. Qu'il soit clair dans la tête de tous les Français, surtout ceux qui sont battus du côté du Rassemblement démocratique africain, pour que nous puissions avoir l'indépendance, qui sont battus contre la colonisation. Ceux des Français à qui on avait dit que nous étions des peuples sauvages et qu'il y avait une mission de civilisation que la France devrait opérer ici, d'évangélisation à travers l'évangélisation, que nous étions des peuples sauvages qui nous nourrissions de n'importe quoi, qu'on vivait dans les arbres, etc., et qu'il fallait nous apporter la lumière et la civilisation. Alors donc les Français qui sont venus sur le terrain, qui se sont rendus compte que nous sommes des humains, beaucoup plus humains qu'eux, ces Français se sont battus avec des Maliens, avec des Soudanais à l'époque, contre la présence française sous la forme de la colonisation dans notre pays. Alors donc, ces missions d'évangélisation, de civilisation sont remplacées aujourd'hui par des missions de démocratisation. Mais que ce soit les missions de démocratisation depuis François Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, c'est comparable aux missions civilisatrices de la guerre coloniale, de la guerre de soumission coloniale. Nous sommes dans les deux faces, avec les deux faces de la même médaille. Donc il faudra bien que les Français comprennent cela. Deuxième chose, il faudra que les Français comprennent qu'il n'y a pas de montée de sentiments anti-français au Mali. Il y a une montée de sentiments contre la politique française au Mali et en Afrique de l'Ouest ici. Et notre souhait le plus grand, et nous y contribuons pour que l'impérialisme français puisse retrouver ici son nouveau Yémen fou en Afrique. Nous sommes en train de nous battre justement pour ça. Et le parti Sadi est en train de gagner progressivement ce combat dans la mesure où le parti Sadi, hier insulté, jeté, parce qu'il s'était opposé à l'intervention française, est aujourd'hui admiré, accepté, sauf par le peuple de façon générale, accepté justement les pratiques, les politiciens véreux, dont l'histoire se chargera de les mettre dans les oubliettes. Ces politiciens véreux, à part ces politiciens véreux, le peuple de plus en plus accepte les thèses du parti Sadi. Et c'est pour ça que le parti Sadi, en lien avec des associations, a lancé ce mouvement démocratique et populaire qui a fait un grand meeting le vendredi passé et qui s'apprête à faire d'autres manifestations, cette fois-ci sur l'étendue du territoire national. Nous estimons qu'à partir de là, à partir de ce mouvement-là, le parti Sadi, à partir de ce mouvement-là, le peuple malien va trouver la réponse au départ de la France. La réponse à changer les choses quand la France va partir. N'oublions pas, pour l'histoire, que quand le général de Gaulle avait demandé aux colonies de choisir entre la communauté franco-africaine et l'indépendance, la Guinée du président Sékou Touré a dit non, nous voulons notre indépendance dès aujourd'hui et dès maintenant. Et quand la de Gaulle a répondu à Sékou Touré, votre indépendance, alors si vous la voulez, prenez-la avec toutes ses conséquences. Avec toutes ses conséquences. Et en réaction, de Gaulle, qui est bien meilleur à tout point de vue en Macron, de Gaulle, malgré tout ce qu'il a dit des valeurs de la démocratie, a tout cassé en Guinée. Ils ont arraché les téléphones portables, les téléphones. Ils ont coupé le courant à la Guinée. Ils ont brûlé des archives. Ils ont tout cassé. Et de Gaulle de dire, la Guinée est en devenir. Donc la Guinée va disparaître très bientôt. Cette histoire ne durera que 3 mois, que 6 mois. Eh bien, Sékou Touré est resté au pouvoir pendant plus de 20 ans. 20 ans. Alors donc, si tu associes le temps qu'il a fait en pouvoir de transition, Sékou Touré a fait pratiquement 27 ans, 28 ans de pouvoir. Sans le général de Gaulle, et la Guinée ne s'est pas portée si mal qu'avec la présence française. Au contraire, les Guinéens aujourd'hui réclament, ont réhabilité Sékou Touré. Il y a 3 ans, 4 ans, la Guinée a réhabilité Sékou Touré. Et le président Alpha Condé, en venant en Guinée, qui avait écrit contre le président Ahmed Sékou Touré, a été obligé d'aller se repentir
sur la tombe du président Meles Sékou Touré pour la faute qu'il a commise en se soumettant à la France pour pouvoir avoir l'adhésion du peuple de Guinée. Alors, de ce point de vue-là, qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous fasse pas chanter. Nous avons vécu sans la France et nous pourrons vivre sans la France. Nous voulons une France qui coopère, mais nous ne voulons pas une France qui domine. Et nous refusons la domination. Il faut que les Français le comprennent. Qu'ils comprennent également que c'est le Parti communiste français qui a encadré des hommes de valeur et qui ont poussé le pays vers l'indépendance. Et ce Parti communiste français avait créé dans les pays européens le groupe d'études communistes. Et Modibo Keïta a fait partie du groupe d'études communistes, le premier président de la République du Mali. Il a fait partie du groupe d'études communistes. Macron ne connaît pas l'histoire. C'est un ignorant que les Français ont eu le malheur d'avoir à la tête de leur État, porté par la finance internationale, qui n'a aucune culture politique, aucune culture démocratique, mais qui est un instrument aux mains de la finance internationale. Je plains le peuple français. Je plains le pays des grandes civilisations comme la France à tomber aussi bas entre les mains des hommes aussi de la trempe d'un Macron. Alors donc, le groupe d'études communistes a sorti des hommes comme, comment on appelle ça, comme Amadou Madela Keïta, comme Fayala Keïta, comme Drissa Diarra, etc. Macron, le groupe d'études communistes les a formés. Le groupe d'études communistes, les partis communistes français a laissé derrière lui un homme de valeur en Guinée, qui a été obligé de rentrer en Guinée parce qu'il allait être déclaré, apatride. C'est le professeur Jean Suré Canal qui est resté en Guinée et qui a été obligé de rentrer parce que l'État démocratique français avait lancé un ultimatum pour comment on appelle ça, le départir de tous ses droits civiques parce que simplement il a voulu exprimer son opinion. Tchemoro Garan Kouyaté, un enseignant de renom, un communiste de surcroît, a été aidé, soutenu par les communistes. Et il est sorti du Mali, il est allé en France, il s'est impliqué dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Alors Tchemoro Garan Kouyaté a été enlevé par les services nazis et il a été au four crématoire de Montluçon. Donc vraiment, c'est Macron qui ne connaît pas cette histoire-là. Et Macron doit savoir que, franchement, s'il y a un feu qui s'allume après le départ de l'armée française, que nous espérons, alors ce feu a été mis par Macron. Mais c'est une question d'histoire. Nous nous organiserons au Mali à éteindre ce feu-là. Et le Mali vivra sans la France. Merci.